Bonjour, donc dans cette séquence, on va parler de produits cartésiens. Produits cartésiens. Ensuite, on va aborder la notion de relation binaire. Relation binaire. On va parler, définir ce qu'est le graphe d'une relation. Graphe d'une relation binaire. Et on va étudier deux types de relations. Relation d'équivalence. Relation d'équivalence. Et relation d'ordre. Relation d'ordre. Donc on va définir d'abord ce qu'est un produit cartésien. Alors d'abord je vais prendre un exemple introductif. Admettons que je prenne un ensemble E qui est composé des éléments 2, 4 et 5. Un ensemble F qui est composé des éléments, on va dire 1 et 3. On va essayer de former l'ensemble des couples tel que le premier élément du couple appartient à E et le deuxième élément du couple appartient à F. On va obtenir ce qu'on appelle ici l'ensemble des couples suivants. Donc on va obtenir le couple 2A, le couple 2-3, le couple 4A, le couple 4-3, le couple 5-1 et enfin le couple 5-3. Donc ceci est un ensemble et là on dit que cet ensemble là c'est tout simplement le produit cartésien de l'ensemble E par l'ensemble F. D'accord? Donc ça c'est le produit cartésien de l'ensemble E par l'ensemble F. Autrement dit, le produit cartésien de E par F qui se lie E croix F. Le produit cartésien d'un ensemble E, alors je vais donner la définition complète, le produit cartésien d'un ensemble E par un ensemble F par un ensemble F noté E croix F. Noté E croix F. D'accord? Et l'ensemble des couples et l'ensemble des couples XY tels que X, le premier élément du couple, X appartient à E et Y appartient à F. D'accord? Donc on peut dire que le produit cartésien E croix F, c'est l'ensemble des couples X, Y, tels que X appartient à E et Y appartient à F. On aura donc compris que le produit cartésien n'est pas commutatif, autrement dit E croix F est différent de F croix E. Donc ici, si j'avais cherché
l'ensemble des éléments de F croix E, j'aurais trouvé. Le premier élément, ça serait donc 1, 2. Ensuite, alors, donc ici, j'aurais fait 1, 2, 1, 4, 1, 5. Ensuite, 3, 2, 3, 4, 3, 5, qui est bien sûr différent du produit cartésien de E par F. Alors bien sûr, on peut avoir le produit cartésien de R par R, plutôt de N par N, donc qu'on écrira N croix N, ou tout simplement N au carré. Et donc là, ça me donnera tous les couples d'entiers, donc tous les couples d'entiers, tels que le premier élément est un entier et le deuxième élément du couple est un entier. On est d'accord que le couple 2-3 est différent du couple 3-2. D'accord? C'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit tout à l'heure, le produit cartésien de E par F est différent du produit cartésien de F par E. Alors donc bien sûr on peut ainsi définir l'ensemble des couples, l'ensemble des entiers appartenant à N2, l'ensemble des réels, l'ensemble des couples donc appartenant à R2, etc. On peut bien sûr avoir le produit cartésien de trois ensembles, par exemple produit cartésien de E, croix F, croix G. On peut avoir le produit cartésien de n ensembles. Donc si je fais le produit cartésien de n ensembles, le produit cartésien de n ensemble que j'appellerai E1, E2, En, d'accord? Bien sûr, écrit dans cet ordre. Et l'ensemble, là, et l'ensemble, lorsqu'on a deux termes, on dit l'ensemble des couples. Lorsqu'on a trois ensembles, on dit l'ensemble des triplés. 4, l'ensemble des quadruplés. Et ici, N, on dira, et l'ensemble des N uplés. Et l'ensemble de tous les N uplés, tous les N uplés, d'accord? Donc qu'on écrira x1, x2, xn, tel que, comme tout à l'heure, tel que x1 appartient, j'écris en abréviation, x1 appartient à E1, x2 appartient à E2, et ainsi de suite, xn appartient à En. Alors si je prends un ensemble E à n éléments, donc si l'ensemble E, si E a n éléments, l'ensemble F et si grand F a P éléments, donc si l'ensemble E a n éléments, je peux écrire que le cardinal de E égale à n. Donc ici je peux écrire que le cardinal de F est égal à P. Donc si E a n éléments et F a P éléments, alors E croix F a n fois P éléments. Autrement dit,
Bien sûr, ceci est vrai que si, bien sûr, E et F ici sont des ensembles finis. Quand je dis n éléments, ça veut dire que nous avons dans E un nombre fini d'éléments, idem dans F. Et donc le produit cartésien aura n fois p éléments. Ce qu'on peut aussi écrire ainsi, le cardinal, le nombre d'éléments de E croix F, le cardinal de E croix F est tout simplement égal au cardinal de E que multiplie le cardinal de F. Donc si on prend, je ne me rappelle pas l'exemple que j'avais pris précédemment, donc si j'ai que l'ensemble A est composé de 1, 3, 5 et 7, et l'ensemble F comporte les éléments 2, 7, et bien le cardinal ici de E croix F est tout simplement égal à 4 fois 2, c'est-à-dire 8 éléments. Le cardinal, donc le produit cartésien de E par F aura 4 fois 2 éléments. Autrement dit, vous avez, en fait, ça se schématise ainsi. Si je fais un arbre, c'est très facile. Vous avez effectivement 1, 3, 5 et 7. Vous avez 1, 2, 1, 7, 3, 2, 3, 7, 5, 2, 5, 7, et enfin 7, 2 et 7, 7. Ça me fait combien de choix ici? Ça me fait 4 choix, que multiplie bien sûr ici 2 choix. Donc si vous avez un ensemble, le produit cartésien de E par F par G, donc admettons que E comporte un élément, F, le cardinal de F soit égal à P, et le cardinal de G soit égal à M. Donc le produit cartésien de E croix F croix G aura N fois P fois M, cette fois-ci pas couple mais triplé. D'accord? Alors maintenant on va aborder la notion de relation binaire d'un ensemble E vers un ensemble F. Alors je vais prendre d'abord un exemple. Admettons que on ait 3 entreprises. Donc là c'est les entreprises. Nous avons 3 entreprises que j'appelle E1, E2, E3, qui sont implantées dans certaines villes, que je vais désigner par une lettre, P pour Paris, M pour Marseille, L pour Lyon et B pour Bordeaux. Admettons que l'entreprise E1 soit implantée simplement à Marseille, l'entreprise E2 soit implantée à Paris et à Bordeaux, et enfin l'entreprise E3 soit implantée à Paris et à Lyon. D'accord? Donc on va définir une relation qui va lier entreprise et ville. Ça veut dire que E1, l'entreprise E1 est en relation avec M. L'entreprise E2 est en relation avec Paris et Bordeaux. L'entreprise E3 est en relation avec Paris et Lyon. On va pour ça d'abord définir ce qu'on appelle un diagramme sagittal. Alors un diagramme sagittal, d'accord, donc le mot sagittal va désigner tout simplement du latin sagitta qui veut dire flèche. Donc regardez ce qu'on va voir. On va avoir un ensemble E, l'ensemble donc des entreprises, qui sera donc E1, E2 et E3. Ça c'est mon ensemble de départ. Et l'ensemble d'arrivée
c'est l'ensemble, c'est les villes. L'ensemble des villes que j'appellerai donc P, M, B, L et B. Donc ici, on va donc définir une relation entre l'ensemble ici que j'appelle grand E et l'ensemble ici que j'appelle grand F. On va définir ce qu'on appelle une relation R. La relation c'est l'entreprise est implantée dans ville. Alors, E1 est implanté dans Marseille. Ça veut dire que j'ai une relation. Ça veut dire que l'élément E1 est en relation avec M. Ensuite, j'ai E2. Alors, je me suis bien sûr trompé. Je vais donc appeler ça E1, tant pis. Et je vais appeler ça E2. Donc, E1 est en relation avec M. E2 est en relation avec P. Donc, E2 est en relation avec P, puisque E2 est implanté à Paris. Et E2 est en relation avec B. Ensuite, E3 est en relation avec P. Et E3 est en relation avec L. Voilà, donc ça, c'est un diagramme sagittal. Maintenant, on peut aussi représenter cette relation-là par ce qu'on appelle une matrice. Donc cette matrice, elle aura 3 lignes. Et bien sûr, comme il y a combien de villes? 4 villes, elle aura 4 colonnes. Donc, elle aura 3 lignes et 4 colonnes. Alors, pour bien visualiser, là, je vais mettre les villes E1, E2 et E3. Et là, je vais mettre les colonnes P, M, L et B. Donc, E1 est en relation avec M. Donc, E1 est en relation avec M. Donc, E1 avec P, c'est un 0. E1 est en relation avec M, je mets un 1. Donc, E1 est simplement en relation avec M. Donc, là, j'ai 0 et là, j'ai 0. E2 est en relation avec P et B, avec Paris. Donc, E2 est en relation avec Paris et Bordeaux. Et bien sûr, le restant, ce sont des zéros. Ensuite, l'entreprise E3 est en relation, avec Paris et Lyon. Donc l'entreprise E3 est en relation avec Paris et Lyon. Et le restant, c'est des zéros. Alors ici, bien sûr, le produit, lorsque je fais le produit cartésien de E croix F, j'obtiens bien sûr tous les couples. Lesquels? J'obtiens le couple par exemple E1, donc le couple E1M, E2M, E1B, E1M, E1L, E1B, et ainsi de suite. Autrement dit, j'obtiendrai, comme j'avais 3 entreprises et 4 villes, 3 entreprises et 4 villes, donc j'obtiens forcément le cardinal du produit cartésien, le nombre de couples, c'est 3 fois 4, c'est-à-dire 12 couples. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que parmi ces couples, je vais faire l'inventaire des couples qui sont en relation. Autrement dit, je vais regarder tous les 1 que j'ai. Eh ben, le couple E1M, ok,
ok, le couple E1M, le couple E2P, le couple E2B, et enfin les couples E3P, E3P et E3L. Donc cet ensemble-là, que je vais appeler G, cet ensemble-là que je vais appeler G, G est tout simplement un sous-ensemble, G est tout simplement un sous-ensemble de E croix F. Tous les éléments de G appartiennent au produit cartésien de E par F. Donc G porte un nom, G est appelé graphe. C'est le graphe de la relation R. C'est le graphe de la relation R. Donc, sont en relation les entreprises implantées dans une ville. Donc, encore une fois, le nombre de couples cardinal de E croix F, c'est combien? 3 fois 4, 12. Et le nombre de couples appartenant au graphe, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà pour l'introduction. Et maintenant, on va donner une définition un peu plus complète. Alors donc une relation binaire d'un ensemble E vers un ensemble F, une relation binaire d'un ensemble E vers un ensemble F, vers un ensemble grand F, est défini par la donnée alors de l'ensemble de départ grand E, de l'ensemble de départ grand E, de l'ensemble d'arrivée grand F, d'accord, d'une partie ou d'un sous-ensemble G, d'une partie grand G du produit cartésien, E croix F, bien sûr appelé graphe de la relation. Graphe de la relation. Alors on va donc écrire que X R Y, ça veut dire que X est en relation avec Y, d'accord, où X appartient à E et Y appartient à F. Signifie que le couple XY appartient au graphe G. On peut donc écrire par exemple que X est en relation avec Y, X est en relation avec Y, équivaut à dire que le couple XY
appartient à G. Alors, on peut maintenant définir une relation, binaire, relation binaire sur un ensemble. Admettons que le cas, que l'ensemble de départ E soit égal à l'ensemble d'arrivée F, d'accord? Donc on va dire soit E un ensemble non vide, soit E un ensemble non vide. Donc on peut définir une relation binaire sur E. Bien sûr, par la donnée de son graphe, G, qui est une partie du produit cartésien, E croix E, que l'on peut noter aussi E carré. Et donc on dira pareil, xy appartient au graphe G, si et seulement si, c'est la même équivalence qu'au-dessus, si et seulement si, x, r, y, avec bien sûr x, y appartenant à E2. Alors on peut prendre plusieurs exemples de relations binaires que l'on connaît. Par exemple, on peut définir la relation binaire, donc l'égalité dans E. L'égalité dans E. Donc cette relation, c'est x égale y. D'accord? On peut définir l'inégalité dans R. Inégalité au sens large dans R, dans l'ensemble des nombres réels. Et donc on va la définir comment? X plus petit ou égal à Y. On peut définir aussi l'inégalité stricte. Dans R. X strictement plus petit que Y. On peut s'intéresser à la relation, donc l'inclusion dans l'ensemble des parties de E. Dans l'ensemble des parties d'un ensemble E. D'accord? Donc on dira que la partie A est incluse dans la partie B. Donc A inclus dans B. On peut prendre aussi comme relation la divisibilité d'un nombre A par un nombre B. Donc dire que P est un diviseur de A. On peut prendre aussi, comme exemple la congruence. La congruence modulo n dans grand N, etc. Donc on va reprendre quelques exemples un peu plus loin. Alors maintenant on va analyser donc certaines propriétés que peut présenter une relation. Donc soit R une relation, soit grand R bien sûr rond, une relation binaire, une relation binaire sur un ensemble E. Une relation binaire sur un
ensemble E. Ensemble grand E. Alors, première propriété de R peut être réflexive. R est réflexive si et seulement si, R est réflexive si et seulement si, quel que soit X appartenant à E, X est en relation avec lui-même. Donc on a XRX. Donc ça, c'est la propriété, c'est la réflexivité de R. R est symétrique. R est symétrique. Si et seulement si, quel que soit X, le couple XY appartenant à E2, puisqu'on a une relation binaire sur un ensemble E, quel que soit le couple XY appartenant à E2, et bien X en relation avec Y, d'accord? X en relation avec Y implique que Y est en relation avec X. Donc ça, c'est la symétrie. Donc R est symétrique si et seulement si, quel que soit XY appartenant à E2, XRY implique YRX. Maintenant, R peut être antisymétrique. R est antisymétrique. Est antisymétrique si et seulement si, quel que soit XY appartenant à E2, quel que soit XY appartenant à E2, d'accord? Alors, est-ce que j'ai de la place? Oui. Quel que soit XY appartenant à E2, X, R, si on a X, R, Y, si on a X en relation avec Y, et, alors là c'est logique, et Y est en relation avec X, donc si on a X en relation avec Y et Y en relation avec X, ça implique que X égale Y. Ça, c'est relation, c'est l'antisymétrie. Donc R est antisymétrique si et seulement si, quel que soit XY appartenant à E2, XRY, et si on a XRY et YRX, alors on déduit que X est bien sûr égal à Y. Ensuite, nous avons R est transitive. R est transitive. R est transitive, d'accord? Cette fois-ci, il nous faut prendre un triplet. Donc R est transitive, si et seulement si. Si et seulement si. Quel que soit le triplet X, Y, Z appartenant à E3. Quel que soit le triplet X, Y, Z appartenant à E3. Si on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors ça implique que X est en relation avec Z. C'est la transitivité. Donc voilà pour les propriétés. Alors si je prends par exemple un exemple, l'inégalité large, donc si je définis la relation binaire, l'inégalité large dans R, pourquoi l'inégalité large est réflexive? Donc je peux dire quel que soit X appartenant à R, quel que soit X appartenant à R,
on sait très bien que x est forcément plus petit ou égal à x. Donc la relation plus petit ou égal est réflexive. D'accord? Qu'en est-il de la symétrie? Donc qu'est-ce que j'ai? Je peux dire que si je prends deux réels x et y, si je prends deux réels x et y appartenant à R2, est-ce que x plus petit ou égal à y implique, quel que soit x appartenant à R2, x plus petit ou égal à y implique y plus petit ou égal à x. Cette propriété n'est pas vérifiée. Il suffit de prendre par exemple le couple 5, 9. Nous avons bien 5 est inférieur ou égal à 9, mais ça n'implique pas 9 est inférieur ou égal à 5. Par conséquent, la relation l'inégalité inférieure ou égale à n'est pas réflexive. Alors est-ce que cette relation est antisymétrique? On va voir. Quel que soit xy appartenant à R2, quel que soit xy appartenant à R2, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a? Donc l'antisymétrie, c'est est-ce que x plus petit ou égal à y et y plus petit ou égal à x? Ça forcément, si j'ai x en relation avec y et y en relation avec x, ça implique bien que x est égal à y. Donc la relation inférieure ou égale à est une relation antisymétrique. Maintenant, qu'en est-il de la transitivité? Donc cette fois-ci, je prends un triplet, le triplet x, y, z appartenant à R3. Donc là, je vois que si que x plus petit ou égal à y et y plus petit ou égal à z implique bien que x est plus petit ou égal à z. Donc là, la relation plus petit ou égal à est bien une relation transitive. Alors maintenant, on va définir ce qu'est une relation d'équivalence. Donc relation d'équivalence. Relation d'équivalence. Une relation R est une relation d'équivalence si elle est 1. Réflexive, symétrique, et bien sûr transitive. Donc une relation d'équivalence, qui est une relation binaire qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Ensuite, donc par exemple la relation égale est une relation d'équivalence. La relation égale est une relation d'équivalence. Pourquoi? Parce que quel que soit x, quel que soit x appartenant à R, on l'a vu, x est égal à x. Quel que soit xy appartenant à R2, si x égale y, ça implique bien que y est égal à x. Autrement dit ici, j'ai bien x ry implique y
Rx. Donc la relation, elle est symétrique. Ensuite, quel que soit le triplet x, y, z appartenant à R3, j'ai bien si x égale y et y égale z, ça implique bien que x égale z. Ça se traduit par x ry et y rz. Ça implique bien x r z. Donc la relation égalité est bien une relation d'équivalence. On va maintenant définir une relation d'ordre. Donc une relation binaire définie sur un ensemble non vide grand E, définie sur un ensemble non vide grand E, est une relation d'ordre, si elle est réflexive, antisymétrique, et transitive. Par exemple, la relation dans R plus petit ou égal à est une relation d'ordre. La relation, si on prend l'ensemble des parties d'un ensemble E, et qu'on prend la relation inclusion est une relation d'ordre. Alors si je prends la relation inclusion dans l'ensemble des parties de E, cette relation, elle est d'abord réflexive. Pourquoi? Quelle que soit la partie A appartenant à P de E, d'accord, on peut dire que A est inclus dans lui-même. N'importe quel ensemble est inclus dans lui-même. Donc, la relation inclusion, elle est comment? Elle est réflexive. D'accord? Maintenant, quelle que soit la partie A, quel que soit le sous-ensemble A appartenant à P de E, et quelle que soit la partie B appartenant à P de E, A est inclus dans B, si A est inclus dans B et B est inclus dans A, ça implique bien que la partie A est égale à la partie B. Et donc là, ça vérifie l'antisymétrie. Donc la relation inclusion est une relation antisymétrique. Alors de la même façon, si on prend trois parties A, B, C, donc quel que soit A appartenant à P de E, quel que soit B appartenant à P de E, et quel que soit C, la partie C appartenant à P de E, si j'ai A inclus dans B et B inclus, alors A, B, C, et B inclus dans C,
ça implique bien que A est inclus dans C. Donc là, la relation inclue dans une partie d'un ensemble est une relation d'ordre, puisqu'elle obéit aux trois propriétés. Donc elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Alors maintenant, il y a deux notions d'ordre. On peut avoir ce qu'on appelle un ordre total et donc un ordre partiel. Donc si je prends toujours la relation d'ordre grand R sur E, on dira que R définit un ordre total sur E lorsque deux éléments de E sont toujours comparables par la relation R. C'est-à-dire que quel que soit X appartenant à E et quel que soit Y appartenant à E, on a soit XRY ou bien YRX. Si cette condition n'est pas vérifiée, on dira bien sûr dans le cas contraire qu'il s'agit d'un ordre partiel. Donc on va définir la relation d'ordre total ainsi. Donc voilà ce qu'on va dire. Une relation d'ordre R, une relation d'ordre R définie sur un ensemble E. Définir sur un ensemble E. Bon, un ensemble, bien sûr, ensemble E non vide. Hein, ça va de soi. Je ne l'ai pas écrit systématiquement. Hein. Donc, sur un ensemble E non vide, est une relation d'ordre total. C'est une relation d'ordre total si, quel que soit le couple XY appartenant à E2, eh bien on a soit X est en relation avec Y ou Y est en relation avec X. Dans le cas contraire, grand R est une relation d'ordre partiel. D'ordre partiel. Alors, la relation inégalité large, donc plus petit ou égal, est une relation bien sûr d'ordre total, puisque quel que soit XY appartenant par exemple à R2, je peux prendre n'importe quel couple XY donc dans R2, on a soit X est plus petit ou égal à Y, d'accord? On a soit X est plus petit ou égal à Y, ou Y est plus petit ou égal à X. Donc, la relation inférieure ou égale à est une relation d'ordre total. Maintenant, si je prends comme tout à l'heure la relation donc inclusion, vous allez voir que la relation inclusion dans P de E n'est pas une relation d'ordre total. Vous allez voir pourquoi. Si je prends donc une partie de E, donc quel que soit A appartenant à P de E, quel que soit B appartenant à P de E, d'accord? A, je n'ai pas A inclus dans B, ou B inclus dans A. Je n'ai pas systématiquement pour tout A et tout B de P de E. Regardez pourquoi. Donc cette proposition est fausse. Et on va faire un petit schéma pour vous montrer. Je vais le faire ici. Alors je vais faire un petit schéma ici. Je vais prendre donc ici l'ensemble E. Vous voyez, je prends un ensemble E. Là je prends l'ensemble A.
Donc ça c'est l'ensemble E. Là je prends une partie de E que j'appelle A. Et là je prends une partie B. Voilà. Et on voit bien que on n'a ni A inclus dans B, ni B inclus dans A. Donc cette propriété-là n'est pas vérifiée pour toute partie de E. J'ai A qui fait partie de E, B est un sous-ensemble de E, et pourtant je n'ai ni A inclus dans B, ni B inclus dans A. Autrement dit, les deux parties sont comment? Disjointes. Bien sûr, on dit donc que la relation inclus dans est une relation d'ordre partiel, parce que cette condition x r y ou y r x n'est pas vérifiée. Voilà ce qu'on peut dire pour les donc relations binaires, donc avec ses propriétés, donc réflexivité, symétrie, antisymétrie, transitivité, relation d'équivalence qui obéit aux trois critères. Une relation binaire est une relation d'équivalence si elle est réflexive, transitive, réflexive, symétrique et transitive. C'est une relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. On parle d'ordre total si à chaque fois que x est en relation avec y, j'ai soit x quel que soit xy appartenant à E2, si j'ai soit x en relation avec y, soit y en relation avec x. Voilà, je vous dis à bientôt.